Nous allons démarrer l'activité, à savoir une synthèse du programme de terminale allant de la leçon 1 à la leçon 9. Maintenant, quand on parle de synthèse, il s'agit de développer les différents événements historiques qui sont déroulés dans la fourchette 1945 jusque vers les années 1991. C'est la fourchette des relations Est-Ouest. Mais tout le monde sait que les relations Est-Ouest englobent toutes les parties de colonisation. Donc nous allons voir les imbrications entre les leçons, les différentes leçons, mais aussi entre les différents événements historiques qui sont déroulés pendant cette période. Pour démarrer, vous savez que le programme terminal débute à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que la première leçon est intitulée « Les conséquences de la guerre et les règlements du conflit ». De 1939 à 1945, il y a une guerre qui a opposé les forces alliées, à savoir les États-Unis, l'URSS, la France et la Grande-Bretagne, aux pays de l'Axe, dont l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Il y a eu un bilan lourd de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan humain, vous tous vous savez que la Seconde Guerre mondiale a fait 6 fois plus de victimes, plus de morts que durant la Première Guerre mondiale. Même si la Première Guerre mondiale est surnommée la Grande Guerre. Parce qu'entre les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, si on vous demande quelle est la Grande Guerre, il faut dire que c'est la première. Si on raisonne en termes de nombre de morts, vous allez penser que la Deuxième Guerre, c'est la Grande Guerre, n'est-ce pas? Mais si on raisonne en termes de dimension de la guerre, le nombre de pays impliqués dans la guerre, la Première Guerre constitue la Grande Guerre. Donc sur le plan humain, il y a eu plus de 60 millions de morts. Le bilan était lourd également sur le plan financier, avec 2000 milliards de dollars dépensés en termes de matériel, en termes d'infrastructures militaires, mais aussi 1000 milliards de dollars dépensés économiquement, c'est-à-dire pour servir à l'effort de guerre. Le bilan a été lourd également sur le plan moral, avec la conscience de l'homme qui a été affecté. Vu le degré de sauvagerie, de barbarie dont a fait preuve l'homme pendant la Seconde Guerre mondiale, vous comprenez aisément que il fallait que l'homme apprenne à prendre conscience des différentes barbaries qu'il a eu à exercer contre son semblable, à savoir l'homme. 60 millions de morts, c'est pas facile. Du point de vue également politique, nous avons vu que oui, la Seconde Guerre mondiale a eu des impacts positifs comme négatifs. Positifs parce que ça a permis à certains pays qui étaient colonisés de penser à leur décolonie, à leur indépendance. De l'autre côté, la Seconde Guerre mondiale a été beaucoup plus large, comme vous l'avez vu en Asie, beaucoup plus longue en Asie qu'en Europe, parce qu'en Asie, certains considèrent que la guerre a démarré à partir de 1937, avec la guerre entre les Japonais et les Chinois. 1937 marque l'invasion japonaise de la Chine. Donc, pour solutionner ce problème-là, ce grand problème qu'a constitué la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu que les trois grands se retrouvent dans différents endroits, s'organisent ou bien mettent en place organisent des conférences pour trouver une solution. En pleine guerre, la première des conférences que vous avez vues, c'est la conférence de Téhéran de 1943, qui a permis aux trois puissances de prendre un certain nombre de décisions, parmi lesquelles le démembrement de l'Allemagne, mais aussi l'élargissement de la frontière allemande plus au l'ouest jusqu'à la ligne Oder-Neisse. Mais aussi, après Téhéran qui s'est passé en Iran, capitale de l'Iran, qui est actuellement en guerre contre les États-Unis. Après la conférence de Téhéran, il y a eu la conférence de Yalta, février 1945. Yalta a permis également aux trois grands, les mêmes, la France n'étant pas invitée, de prendre des décisions importantes pour l'humanité, à savoir, toujours le démembrement revient.
de l'Allemagne. L'Allemagne était au cœur du problème. Mais aussi la déclaration sur l'Europe libérée, savoir l'organisation d'élections dans tous les États libérés, des nazis, mais aussi des fascistes. Ensuite, il y avait un projet de création de l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'à partir de Yalta même, les trois grands se donnent rendez-vous à San Francisco pour la création de l'Organisation des Nations Unies, qui a eu lieu le 26 juin 1945. Mais l'ONU entre en vigueur le 24 octobre 1945. La mission principale de l'ONU, vous la connaissez, c'est d'éviter, c'est d'assurer la paix mondiale, la stabilité politique mondiale, mais surtout d'éviter une éventuelle troisième guerre mondiale. Nous avons vu également qu'il y a eu, au-delà des conférences politiques, il y a des conférences d'ordre économique, telles que la conférence de Bretton Woods, qui a permis la mise en place des deux plus grandes institutions financières mondiales, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Mais aussi, il y a la conférence de Genève, d'octobre 1947, qui a réuni 23 nations non communistes. Et c'est le prolongement de Genève qui a donné naissance à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Donc, finalement, les trois grands ont réussi, à travers ces conférences-là, surtout celle de Potsdam, à régler l'un des plus grands problèmes de la guerre, à savoir la question allemande. Parce que l'Allemagne, n'oubliez pas que l'Allemagne était la première puissance économique mondiale avant la guerre. Mais à la fin de la guerre, on va voir que la situation va changer. Il y aura un nouvel ordre mondial, avec les États-Unis qui prennent la première place, suivi de l'URSS. Mais à Potsdam, des décisions importantes ont été prises, non seulement par rapport aux sanctions que devaient avoir les nazis, avec le tribunal de Nuremberg, mais surtout par rapport au démembrement de l'Allemagne. Parce que depuis Téhéran, on parle de démembrement de l'Allemagne. Mais c'est à partir de Potsdam que ce démembrement-là devient effectif, avec la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Une zone soviétique à l'est, une zone française, une zone britannique et une zone américaine. Tout en sachant que même Berlin, la capitale de l'Allemagne, a été divisée également en 4 zones d'occupation. D'ailleurs, c'est ça qui va provoquer, dans la guerre froide, la première crise de Berlin. Le blocus de Berlin. À la fin de la guerre, les puissances qui étaient ensemble, dans le cadre des forces alliées, à savoir États-Unis, URSS, Grande-Bretagne et France, connaissent des rivalités entre elles. Vous savez, vous cherchez tous le bac, vous avez le même objectif, donc vous êtes ensemble. Mais après le baccalauréat, quand vous aurez tous le bac, vous n'aurez pas les mêmes ambitions. C'est comme ça aussi la guerre. Ils étaient ensemble pour combattre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. La mission est terminée. Maintenant, bonjour les problèmes. Parce que chacun va défendre ses intérêts. Vous aussi, après le bac, certains vont faire un concours, trouver du travail. D'autres vont penser aller à l'université. D'autres vont dire non, je continue mes études à l'étranger. Mais également, d'autres vont faire un centre de formation. Donc, les deux grands, États-Unis et URSS, vont connaître une opposition idéologique. Ils n'ont pas les mêmes systèmes économiques et sociaux. Ils n'ont pas également les mêmes modes d'organisation. Deux idéologies vont s'affronter. D'ailleurs, c'est ça qui va donner naissance à la guerre froide. L'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste. Donc, les États-Unis incarnant le capitalisme et les Soviétiques incarnant le communisme. Ces deux idéologies vont s'affronter de 1947 à 1991. C'est la raison pour laquelle la leçon s'intitule les relations Est-Ouest. Est-Ouest, pourquoi? C'est par rapport à l'Allemagne. L'Est était occupé par qui? Par l'URSS. L'Ouest était occupé par le bloc Occident. Donc quand on dit les relations Est-Ouest, on s'est inspiré de l'Allemagne pour dire Est-Ouest. Parce que l'Est était soviétique, l'Ouest était américain et occidental. Donc dans les relations Est-Ouest, il y a des facteurs qui ont provoqué la guerre froide. Des facteurs qui ont été à l'origine. Parmi ces facteurs, nous avons 3 types. Nous avons des facteurs économiques, parce qu'à la fin de la guerre, les États-Unis ont voulu imposer au monde le capitalisme. Et l'URSS a dit non, nous ne serons pas d'accord que vous, Américains, que vous nous imposiez votre idéologie économique. Bon, de l'autre côté également, les États-Unis ont voulu, ont mis en place le FMI et la Banque mondiale
Et l'URSS n'a pas voulu adhérer à ces deux institutions-là, dans la mesure où, pour l'URSS, si elle adhérait à ces deux institutions-là, ce serait un échec pour elle. On ne peut pas être en guerre contre un ennemi et adhérer à sa philosophie. Ce n'est pas possible. L'URSS allait se contredire. C'est la raison pour laquelle l'URSS n'a pas voulu ni épouser le capitalisme, ni entrer dans les deux institutions, le FMI et la Banque mondiale. Donc, sur le plan économique, ils ont connu beaucoup de divergences, à savoir la question de la rure. Quand on parle de la rure, c'est un milieu industriel qui se trouvait dans la zone occidentale de l'Allemagne. Et les soviétiques, Staline a demandé à ce que la rure soit divisée en 4 zones d'occupation également, pour que l'URSS ait sa part. Les Américains ont refusé. Ça, c'était un facteur de discorde, de divergence entre les deux puissances. Les États-Unis ont voulu continuer à investir sur le plan industriel du côté de l'Ouest, tandis que les Soviétiques ont choisi de déplacer le matériel industriel vers Moscou en guise de réparation, mais ce matériel-là ne revenait pas en Allemagne de l'Est. Donc, vous avez vu les oppositions sur le plan économique entre les deux blocs. Sur le plan politique, deux idéologies s'affrontent. Ils n'ont pas les mêmes modes d'organisation, ils n'ont pas également les mêmes systèmes économiques et sociaux. Quand on dit capitalisme, on pense à la propriété privée des moyens de production. Quand on dit communisme, on pense à la propriété collective des moyens de production. Donc cette différence idéologique-là va se matérialiser à travers ce qu'on appelle la doctrine Truman, qui va s'opposer à une autre doctrine soviétique qui s'appelle la doctrine Zhidanov. Ces deux doctrines-là vont se renvoyer la balle. Chacune des doctrines taxant l'autre entité d'antidémocratique, d'impérialiste et de violent. Sur le plan militaire également, il y a eu des oppositions. Dans la mesure où les Américains ont demandé à ce que les Soviétiques se retirent l'armée rouge en Europe centrale et orientale, l'URSS également a demandé aux Américains de retirer ses bases militaires en Allemagne. Ils ne sont pas tombés d'accord sur ça. Dans le domaine du nucléaire également, ils ne sont pas tombés d'accord. Là où les Américains proposent une commission internationale de contrôle gérée par l'ONU, les Soviétiques proposent la destruction des stocks nucléaires existants. Donc là aussi, il y a une opposition du point de vue idéologique entre les deux puissances sur le plan militaire. Ce qui fait que, voilà un peu les facteurs qui ont conduit aux rivalités Est-Ouest, à la guerre froide en tant que telle. Quand on dit guerre froide maintenant, normalement une guerre n'est pas froide. Quand on dit guerre froide, c'est parce qu'il n'y a pas eu un conflit direct entre les deux puissances, mais c'est par État interposé. En 1947, la rupture sera consommée. Les Américains choisissent leur camp, les Soviétiques choisissent leur camp. Chacun choisit son propre chemin. Les Américains mettent en place la doctrine Truman qui a pour ambition de freiner l'expansion du communisme dans le monde. L'endiguement du communisme. Bon, la matérialisation ou bien la dimension économique du volet de la doctrine Truman s'est matérialisée à travers le plan Marshall qui a proposé 13 milliards de dollars dont devraient bénéficier 16 États. Au finish, 16 États européens vont en bénéficier. Mais les Américains avaient dit, dans le cadre d'une aide à la Turquie et à la Grèce, ils ont dit tous les pays européens qui souhaiteraient être soutenus par les États-Unis n'ont qu'à se signaler, ils vont les appuyer. Ils vont les appuyer, tous les pays désireux de combattre le communisme. Donc il y a du chantage dedans. Il faut que vous acceptiez de combattre le communisme pour que vous bénéficiez du financement du plan Marshall. Les 16 États sont signalés et grâce à ce financement-là, ces 16 États vont mettre en place une grande organisation économique, l'OECE, Organisation européenne de coopération économique, en 1948, qui va d'ailleurs rivaliser avec le KM soviétique, Conseil d'assistance économique mutuelle, qui a été fondé en 1949. Donc, en face de la doctrine Truman, les Soviétiques mettent en place le Cominform. Le Cominform, c'est le grand organe de liaison de tous les partis et pays communistes de l'Europe. Donc le Cominform fait face à la doctrine Truman. De l'autre côté, le KM fait face à l'OECE. Donc, fondamentalement, la rupture devient définitivement consommée. Ce qui fait que maintenant, on va tout droit vers la restructuration des blocs. Chaque bloc s'organise. Quand on dit bloc, on pense à deux. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc le bloc oriental et le bloc occidental. Le bloc capitaliste et le bloc communiste. Le bloc américain et le bloc soviétique. Ces deux blocs-là vont se mettre en place. Les Américains vont choisir de mettre en place plusieurs alliances militaires, telles que l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949, qui sert même aujourd'hui de moyen pour sécuriser le continent européen.
Parce que n'oubliez pas que l'Union européenne a des problèmes pour se sécuriser elle-même. D'autant que jusqu'à présent, c'est l'OTAN qui est en train d'assurer la sécurité des pays de l'Europe. Ce qui fait que dans le cadre même des perspectives de l'Union européenne, je vais un peu en géographie, ils veulent mettre en place une armée de défense européenne pour un peu se libérer de la domination américaine. Donc, ils mettent en place l'OTAN en Europe, ils mettent en place l'OTAS en Asie en 1954, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Ils mettent en place l'ANZUS de l'autre côté en Océanie. ANZUS, c'est Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis en 1952. Le pacte de Bagdad également est signé en 1955. Toutes ces alliances-là montrent que les Américains ont fédéré tous leurs alliés dans un bloc, appelé le bloc occidental. De l'autre côté également, les Soviétiques seront obligés de réagir. Ils vont mettre en place eux aussi le pacte de Varsovie, qui sera l'un des plus grands pactes militaires signés par les alliés de l'URSS. Le pacte de Varsovie a été signé en 1955. Les Américains mettent en place un grand service de renseignement appelé CIA. Les Soviétiques réagissent en mettant en place le KGB, Comité pour la sécurité de l'État. Donc les blocs se sont déjà mis en place. Quand les blocs maintenant se sont mis en place, ça veut dire que c'est comme si les deux lutteurs se sont préparés au combat. Maintenant, bonjour la guerre froide. Nous sommes en 47, après 47, nous attaquons 48, c'est le début de la guerre froide. Et quand on dit guerre froide, il y en a deux. Il y a la première guerre froide qui s'étend de 1948 à 1953, et la deuxième guerre froide que vous avez appelée dans les leçons la guerre fraîche ou la reprise des tensions, 1975-1985. Donc la première guerre froide démarre en Europe. En Tchécoslovaquie, nous assistons à la victoire des communistes. C'est le coup de Prague. Le coup de Prague, quand on dit Prague, c'est la capitale de la Tchécoslovaquie. Les communistes ont gagné, ont récupéré Prague. On a surnommé cette victoire communiste le coup de Prague. De l'autre côté, ça c'est en 1948, en février. D'ailleurs, la victoire des communistes à Prague, en février 1948, va précipiter le financement du plan Marshall. Parce que jusqu'à présent, le plan Marshall a été déjà annoncé par George Marshall le 5 juin 1947 au Congrès américain, mais jusqu'à présent, les 13 milliards ne sont pas encore décaissés. Il a fallu que les capitalistes américains, les pro-capitalistes perdent en Tchécoslovaquie dans le cadre du coup de Prague pour que les Américains se dépêchent pour financer le plan Marshall, qui a été financé le 3 avril 1948, grâce à la signature au décret de Harry Truman. En Grèce, la deuxième guerre froide s'est déroulée en Grèce. Étant donné que les communistes ont gagné en Tchécoslovaquie, les Américains vont financer les royalistes pro-américains en Grèce pour éviter une deuxième défaite des capitalistes. Ils vont investir 250 millions de dollars pour aider leurs alliés en Grèce. Conséquence, les capitalistes pro-américains gagnent la guerre en Grèce. Maintenant, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est comme si en Tchécoslovaquie, les communistes ont gagné, donc ils ont battu les Américains par 1-0. En Grèce, les Américains ont gagné, donc il y a égalisation. La finale se joue en Allemagne. Maintenant, en Allemagne, nous assistons à la première crise de Berlin. C'est le blocus de Berlin. Pourquoi le blocus? Qui a bloqué Berlin? Qu'est-ce qu'il a bloqué? Les voies de communication maritimes ou terrestres? Les voies de communication terrestres. Pourquoi? Parce que dans Berlin même, dans Berlin-Ouest, qui se trouvait dans la zone soviétique, les Américains, les Britanniques et les Français avaient besoin, donc le monde occidental avait besoin de ravitailler les 2,2 millions d'Allemands qui se trouvaient dans Berlin-Ouest, en nourriture, en médicaments, en carburant et en charbon. Et Staline a compris que si je bloquais les voies de communication terrestres, les populations de Berlin-Ouest ne seront pas ravitaillées par les Occidentaux. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Quand les populations de Berlin-Ouest ne trouvent pas de nourriture ni de médicaments, qu'est-ce qu'elles peuvent dire? Elles peuvent dire que non, maintenant nous rejoignons la partie Berlin-Est pour devenir communistes. Donc c'était stratégique. Pourquoi Staline a décidé de décréter le blocus le 24 juin 1948? C'est parce que de l'autre côté, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de mettre en place la trizone dans leur espace. Tri, c'est 3. Donc il y a 3 puissances qui sont à l'ouest. Ils ont décidé de remplacer le Reichsmark par le Deutschmark, une nouvelle monnaie, mais de mettre en place également une assemblée constituante. Cela fait mal à Staline qui considère que c'est une trahison. Comme il considère ça comme une trahison, il a décidé de décréter le blocus le 24 juin 1948, qui sera levé le 12 mai 1949, 11 mois après.
Mais pourquoi les Américains s'en sont sortis? Ils ont mis en place le pont aérien, qui leur a permis de contourner la situation. Maintenant, la conséquence directe du blocus de Berlin, c'est quoi? C'est la naissance de deux États, la RFA et la RDA. La RFA a été créée le 23 mai 1949 et la RDA a été créée le 7 octobre 1949. Donc deux États sont nés. Après ça, nous allons voir la guerre froide en Asie, brièvement. En Asie, 3 zones de tension se signalent dans le cadre de la guerre froide. En Chine, il y a eu la deuxième guerre civile chinoise, opposant les hommes de Mao Zedong aux hommes de Chiang Kai-shek, de 1945 à 1949. Conséquence, victoire des communistes en 1949, proclamation par Mao de la République populaire de Chine à la place Tiananmen le 1er octobre 1949. En Indochine, nous assistons à la première guerre d'Indochine. L'Indochine a connu 2 guerres. La première guerre d'Indochine a opposé les Français au Viet Minh. Viet Minh, c'est l'armée de libération du Vietnam, qui a été dirigée de main de maître par Ho Chi Minh, avec à la tête de l'armée le général Giap. Donc, en Indochine, la première guerre d'Indochine a vu la défaite française à la bataille de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. Les Français capitulent, plient bagages et sortent carrément de l'Indochine. Pendant que la guerre d'Indochine s'est terminée, démarre une autre guerre en Afrique, c'est la guerre d'Alger. En Corée, c'est la 3e zone de tension. En Corée également, il y a des conflits entre le nord et le sud. Parce que n'oubliez pas que c'est à Potsdam, à la conférence de Potsdam, du 17 juillet au 2 août 1945, que les 3 grands ont décidé, même du découpage de la Corée en 2 zones, en 2 parties. La Corée du Nord et la Corée du Sud, séparées par le 38e parallèle. Quand maintenant que la Corée a été divisée, chacune de ces zones a vu à sa tête un président. Au nord, nous avions Kim Il-sung, au sud, nous avons Syngman Rhee. Les 2 présidents ont commencé à gérer chacun son État, le nord étant sous contrôle du sud soviétique, le sud étant sous contrôle américain. À un certain moment, en juin 1950, le 25 juin, Kim Il-sung, président nord-coréen, décide d'envahir la partie sud afin de faire de toute la péninsule coréenne une seule Corée communiste. En ce moment, comme le Sud a été contrôlé par les États-Unis, est-ce que les Américains vont accepter cette situation? Les Américains vont profiter de l'absence de l'URSS au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que n'oubliez pas que quand la Chine a gagné en 1949, Mao est arrivé au pouvoir. 1 an après 1949, c'est 1950, c'est le début de la guerre de Corée. Les Chinois vont soutenir les Coréens du Nord, communistes, leurs parents communistes. Cela va faire mal aux États-Unis, qui vont décider de ne pas accepter la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, comme la Chine n'a pas été acceptée, l'URSS aussi, par esprit de solidarité communiste, a décidé de boycotter sa chaise. C'est ça qu'on appelle la politique de la chaise vide. Étant donné que maintenant l'URSS est absente au Conseil de sécurité, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas le droit de veto soviétique. Il n'y a plus le droit de veto soviétique. Quand le Shah n'est pas là, maintenant les Américains vont profiter de l'absence du Shah qui s'appelle l'URSS pour maintenant attirer, pour faire de sorte qu'une résolution soit adoptée pour que les soldats de l'ONU qu'on appelle les casques bleus interviennent dans la guerre de Corée en faveur des troupes de la Corée du Sud, pour soutenir les Coréens du Sud. Conséquence, les soldats de l'ONU sont parvenus à repousser les troupes nord-coréennes jusqu'à la ligne de démarcation, le 38e parallèle, mais ils ont dépassé les bornes parce qu'ils ont atteint Mandchourie. Quand ils ont atteint Mandchourie, Mao va envoyer 700 000 volontaires pour soutenir les Nord-Coréens. La stabilisation se fera en 1951 et des médiations seront faites. C'est ça qui va donner naissance à l'armistice de Panmunjom du 27 juillet 1953. C'est la fin de la guerre de Corée. Donc, de 50 à 53, le monde a frôlé une 3e guerre mondiale. De justesse. En 53 maintenant, vous savez, la guerre froide, c'est des périodes de tension et d'apaisement. C'est des zigzags. À chaque fois qu'il y a une forte tension, les 2 puissances apaisent. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, ils ne s'attendent pas à la guerre également. Paix impossible, guerre improbable. C'est ça la guerre froide. C'est un peu comme on le dit en polar, ils font du ngataouta. Ils souffrent le chaud et le froid. Donc ils ont peur de la guerre, ils ont peur de la guerre, mais ils veulent la paix également. Ils sont au milieu. Donc fondamentalement, vous allez voir que l'année 1953 marque une phase très importante de la guerre froide qu'on appelle la coexistence pacifique. La coexistence pacifique a eu lieu de 1953 à 1962. Cette coexistence pacifique a été provoquée par 3 causes. La première cause est d'ordre politique. 2 nouveaux présidents arrivent. David Eisenhower et Nikita Khrouchtchev
prochaine. Ils veulent faire la paix et la coopération, ils veulent dialoguer. C'est normal. Truman et Staline avaient choisi quoi? La guerre. Ils ont été à l'origine de beaucoup de guerres froides, qu'on a vu tout à l'heure. Donc eux, ils ont voulu changer de veste, de façon de faire. Deuxièmement, il y a l'émancipation ou l'émergence des pays du tiers-monde, qui ont choisi le non-alignement. Non-alignement, ça veut dire quoi? Nous ne sommes ni pro-américains, ni pro-soviétiques. Nous sommes des ni-ni. Donc, en choisissant de ne pas être quelque part, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le terme tiers-monde est venu. Parce qu'il y avait deux mondes, le monde capitaliste et le monde communiste. Comme maintenant, il y a un troisième monde qui est là, constitué essentiellement de pays pauvres, mais ce troisième monde-là a dit, nous ne serons ni sur le rang des Américains, ni sur le rang des Soviétiques. On a dit un tiers, le troisième monde. Je ne sais pas si je me répète. Un tiers, c'est le troisième monde qui a choisi le non-alignement. Le fait que le tiers-monde ait choisi le non-alignement a participé à l'apaisement dans la mesure où, si le tiers-monde avait choisi un camp, forcément dans ces pays-là, il y aura une division de ces pays en deux parties. Les pro-américains et les pro-soviétiques. Donc également, les Américains vont alimenter militairement leurs pro, les Soviétiques vont alimenter leurs pro, il y aura confrontation. Comme ça a eu lieu en Chine, comme ça a eu lieu au Vietnam, en Allemagne, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il y a eu beaucoup de 2-2. Comme il y avait deux puissances en guerre, dans chaque pays, le pays est divisé en deux morceaux. Une partie américaine, une partie soviétique. Donc le fait que les pays du tiers-monde aient décidé d'être neutres, la neutralité des pays du tiers-monde a participé à l'apaisement. Sur le plan économique, toujours je suis sur les causes de la coexistence pacifique. Sur le plan économique, l'URSS a assez dépensé sur le plan militaire. L'URSS a cherché la bombe atomique. L'URSS a obtenu la bombe atomique en 1949. En 1953, l'URSS a obtenu la bombe à hydrogène. L'URSS s'est armé de missiles intercontinentaux, de sous-marins nucléaires. C'est des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés par l'URSS. Maintenant, si on parle de pause, période d'accalmie, d'apaisement, ça va permettre maintenant à l'URSS de réorienter ses investissements, non sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Donc l'URSS va essayer de se faire une santé économique. De l'autre côté, les Américains également vont dire, écoutez, nous sommes des capitalistes. Nous, notre philosophie, c'est la recherche du profit. La libre concurrence, la recherche du profit. Donc nous avons besoin du marché, du grand marché communiste. Parce que les pays communistes sont peuplés le plus souvent. La Chine seulement en 1949 était peuplée de 500 millions d'habitants. Donc forcément les Américains auront besoin d'écouler leurs produits dans le marché communiste. Donc est-ce que la coexistence pacifique ne va pas les arranger? Ils vont en profiter pour écouler leurs produits dans les marchés communistes. Ça c'est sur le plan économique. Sur le plan militaire, il y a eu l'équilibre de la terreur et la conquête de l'espace. Le fait que maintenant, le temps que les Américains prennent pour conquérir l'espace, chacun montrant alors que je suis plus puissant que toi sur le plan spatial, ça a participé à l'apaisement. Après ça maintenant, après les causes, il y a les manifestations. Les deux présidents ont dit, Nikita Khrouchtchev et Zhirov ont dit, nous voulons la paix, mais ils l'ont matérialisé sur le terrain. Ils ont éteint Corée. C'est eux qui ont signé l'armistice de Panmunjom. Ils ont éteint Corée en 1953. Ils ont éteint la guerre d'Indochine avec la conférence de Genève de 1954. Ils ont éteint également une guerre en Europe, la guerre d'Autriche. Mais ils se sont rencontrés plusieurs fois également pour afficher leur volonté vraiment de coopérer, de faire la paix. C'était un dialogue très sincère. Ce n'était pas un dialogue de Nafik-Yaga ni d'hypocrisie. C'était un dialogue très sincère. Donc, ils ont matérialisé leur volonté de faire la paix et la coopération pendant cette période, 1953-1962. Sur le plan, toujours, des manifestations, nous allons voir que Nikita Khrouchtchev va rencontrer John Kennedy en 1961 à Vienne. Le 3 juin 1961, ils se serrent la main pour la première fois. Tout le monde pensait que la guerre froide est terminée, parce que depuis que la guerre froide a démarré en 1947, jamais vous avez entendu que les deux présidents américains et soviétiques se sont serrés la main, sous la supervision des photographes. Il est photographié parce que c'était historique. Mais pensant que la guerre froide est terminée, nous assistons à la deuxième crise de Berlin, à savoir l'instauration du mur de Berlin. Mais pourquoi le mur a été édifié à Berlin? Pourquoi? Alors que le territoire de la RDA est très vaste. C'est parce que les populations de l'Allemagne de l'Est, la partie RDA, pour aller dans la zone RFA, passaient par Berlin-Ouest. Et pour arriver à Berlin-Ouest, il faut passer d'abord par Berlin-Est. Traverser. Arriver à Berlin-Ouest, transiter de l'autre côté, entrer dans la RFA.
aller soit dans la zone française, ou dans la zone britannique, ou dans la zone américaine. Mais Nikita Khrouchtchev, comprenant que ces populations intellectuelles, les cracks de sa population, les cerveaux de sa population sont en train de partir, à savoir les Allemands de l'Est. De l'autre côté, ingénieurs, avocats, médecins, journalistes, professeurs, sages-femmes et tout, tout ça, juristes, sont en train de migrer massivement vers la RFA. Il s'est dit que si on continue comme ça, on n'aura pas l'intellect pour développer la RDA. Donc il a décidé de créer le mur pour empêcher la vague migratoire de la RDA vers la RFA. Donc c'était pour freiner la migration des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Il a mis en place le mur qui était long de 150 km, hauteur entre 11 et 12 mètres. Ils ont pris des mesures pour que tout Allemand qui voudrait traverser ce mur-là soit abattu par une forte armée qui a été en place, avec des bergers allemands. Vous connaissez ces chiens méchants-là. Donc les soviétiques étaient prêts à mettre toutes les conditions pour empêcher cette migration-là. Parce que pour eux, quitter la RDA, aller vers la zone RFA, c'est humilier même l'URSS. Parce qu'on va vers quel côté? Du côté de l'ennemi ou de son ami? On va du côté de l'ennemi pour le renforcer économiquement. Mais Nikita a dit, mais c'est pas possible. Mais quand maintenant ils ont mis en place ce mur-là, les Américains, pour se moquer d'eux, ont dit que oui, c'est le mur de la honte, parce que vous n'avez même pas honte de bloquer les populations qui veulent aller travailler de l'autre côté. Mais Nikita a répondu pour dire que non, c'est pas le mur de la honte, mais c'est le mur de la dignité. Parce qu'on préfère souffrir en silence. Donc, ce mur-là a été mis en place, ça a duré 28 ans, de 1961 à 1989. Le 9 novembre, le mur va chuter, marquant directement la fin de la guerre froide, 2 ans après. Après maintenant, ce mur de Berlin, la mise en place du mur, constitue ce qu'on appelle l'une des limites de la coexistence. On a parlé des causes de la coexistence, on a parlé des manifestations, mais on va parler également des limites. Limite en géographie signifie problème, signifie difficulté, handicap, signifie méfait, inconvénient. La deuxième limite, c'est la crise des missiles de Cuba, la crise des fusées. Quand on dit crise des missiles, ça veut dire que le problème est posé par des missiles. Mais d'où vient cette crise? L'origine. Là, je vais un peu vous montrer par rapport au contexte historique qui vient chaque année. Par exemple, si on vous demande de dégager le contexte historique d'un événement qui s'est déroulé en Amérique latine, un événement marquant de la guerre froide en Amérique latine entre 1953 et 1962, là d'office vous allez parler de la crise des missiles de Cuba. Maintenant, pour analyser Cuba, ça dégager le contexte historique de Cuba, il faut voir les origines lointaines de la crise. Il faut toujours reculer de quelques années. Cuba, c'est 62, n'est-ce pas? 1962, si on recule, on peut reculer jusqu'à quand? 1959. 59, c'est bon, avec l'avènement de Fidel Castro au pouvoir. Parce que n'oubliez pas que Fidel Castro a finalement épousé le communisme. Quand il arrive au pouvoir en 1959, il adhère au communisme et devient allié de l'URSS. Étant donné les Américains ont voulu sanctionner Fidel Castro parce qu'ils se sont dit mais c'est pas normal que Fidel Castro tourne le dos aux États-Unis alors que Batista, que Fidel Castro a enlevé au pouvoir par coup d'État, était pro-américain. Donc les Américains ont tenté, 2 ans après l'avènement de Fidel Castro au pouvoir, ont tenté de le renverser militairement. C'est le débarquement de la baie des Cochons, après 1961. Mais cette tentative de coup d'État-là, de renversement, va échouer parce que Fidel sera soutenu par l'URSS. Vous allez parler donc de l'avènement de Fidel Castro, qui épouse le communisme en 1959, devient allié de l'URSS. Mais vous allez parler également de la tentative de coup d'État des États-Unis en recrutant 1400 commandos cubains pour renverser Fidel Castro, qu'ils considèrent désormais comme le plus grand ennemi des États-Unis. Ensuite, les Américains vont déposer des missiles en Italie et en Turquie. Mais quand ils ont déposé des missiles en Italie et en Turquie, est-ce que l'URSS ne sera pas menacé? L'URSS est menacé. L'URSS aussi, profitant de l'occasion qui lui est offerte, avec Fidel Castro qui devient son nouvel allié, mais l'URSS demande à Fidel Castro, est-ce qu'on peut déposer nos missiles? Il donne l'autorisation. En mai 1962, il dépose des missiles là-bas. Ils y déposent plusieurs formes de missiles, des sous-marins nucléaires, et font descendre sur le terrain 50 000 soldats soviétiques à Cuba. Donc l'URSS était prêt à affronter les États-Unis. Donc pendant cette période-là,
Quand les missiles soviétiques ont été mis en place en mai 62, mais les Américains n'en seront informés qu'en octobre 62. Grâce à l'avion espion U-2 que vous avez vu, je crois. U-2, qui a détecté la présence de rampes de lancement des missiles soviétiques. Aussitôt après, John Kennedy est alerté. Il convoque le Conseil national de sécurité, il discute des modalités de réaction. Certains avaient même proposé à ce que les États-Unis lancent la bombe atomique contre l'URSS, comme ils l'avaient fait contre le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Mais d'autres ont dit non, si on lance la bombe atomique aujourd'hui contre l'URSS, ils vont se venger. Et c'est l'humanité qui va en perdre. Personne n'aura à gagner dans ça. C'est pourquoi Kennedy a préféré finalement de faire sa déclaration télévisée du 22 octobre 1962. La crise s'est calmée, il y a des médiations qui ont été faites. Yutant est beaucoup intervenu dans la médiation. Yutant, il fut le secrétaire général de l'ONU de 1961 à 1971. Il est de nationalité birmane. Il a joué un rôle essentiel dans la fin de la crise des missiles de Cuba. Le 20 novembre 1962, la crise des missiles de Cuba est terminée. Donc le monde frôle ici aussi une guerre nucléaire. Je vous ai dit, après chaque période de haute tension, il y a apaisement. Après donc la crise des missiles de Cuba, il y a la détente vers la course aux armes, qui a été provoquée également par des facteurs, par beaucoup de facteurs. Les facteurs sur le plan économique, quels sont les facteurs de la détente? C'est l'épuisement des deux grands. Les deux grands sont épuisés. Des crises sociales et budgétaires commencent à se signaler un peu partout. Mais de l'autre côté, il y a des facteurs politiques avec la fissuration à l'intérieur des blocs. Le bloc de l'Ouest est fissuré avec la France qui se rebelle à travers le général de Gaulle. Le bloc de l'Est également est fissuré avec des manifestations un peu partout en Pologne, en Hongrie, etc. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on assiste au printemps de Prague en 1968. Le printemps de Prague, c'est les manifestations anticommunistes qui ont été faites à Prague, capitale de la Tchécoslovaquie. Donc on a vu le coup de Prague en 1948, mais il y aura le printemps de Prague en 1968. Donc pendant cette période-là, il y a tellement de bouleversements, de fissurations à l'intérieur de chaque bloc que ces fissurations, le temps de régler ces problèmes-là, ça a permis, ça a participé à l'apaisement, ça veut dire à la détente vers la course aux armements. Quand on dit vers la course aux armements, c'est la limitation des armes stratégiques, avec des accords qui sont signés. Des accords de non-prolifération des armes nucléaires. Des accords SALT 1. SALT 1 1972. SALT signifie quoi? Accord de limitation des armes stratégiques. Strategic Arms Limitation Text en anglais. SALT 1 a été signé en 1972. SALT 2 sera signé en 1979, mais ne sera pas ratifié par le Congrès américain à cause de l'invasion par l'URSS de l'Afghanistan. Là, nous sommes dans la guerre fraîche. Donc, sur le plan, par rapport aux manifestations maintenant de la détente, il y a eu la normalisation des relations entre, par exemple, les deux Allemagnes. La RDA et la RFA commencent à coopérer ensemble. Bon, Richard Nixon rend visite à Brezhnev, rend visite à Mao en 1972. Brezhnev rend visite à Nixon en 1973, avant la démission de Nixon, dans le cadre de l'affaire Watergate. Donc vous avez vu que finalement, les États-Unis et la Chine renouent le contact, normalisent les relations. L'URSS et les États-Unis normalisent les relations. Entre les deux Allemagnes, c'est au beau fixe maintenant. Les relations sont au beau fixe. Tout est normalisé. En 1973, les accords de Paris permettent de mettre fin provisoirement à la guerre du Vietnam. Donc, sans compter les accords d'Helsinki de 1975. Tout ça, toutes ces conditions réunies ont montré que véritablement, la détente a eu des impacts du point de vue de ces manifestations. Mais il y a des limites aussi. La détente a des limites. Les limites de la détente. Quand on dit limites, c'est problème. Tout à l'heure, on a parlé des limites de la coexistence pacifique. On a parlé de la deuxième crise de Berlin, l'instauration du mur, et de la crise des missiles de Cuba. Parmi les limites de la détente, nous avons la guerre du Vietnam, qui va démarrer en 1955. Vous savez, je vous ai dit que l'Indochine a connu deux guerres. La première guerre d'Indochine a opposé les Français aux Viet Minh de 1946 à 1954, marquée par la défaite française à la bataille de Dien Bien Phu. La deuxième guerre d'Indochine a démarré en 1955, pour se terminer en 1975. Donc la guerre du Vietnam, surnommée la deuxième guerre d'Indochine, va faire 20 ans. Donc la guerre du Vietnam s'est déroulée pendant cette période de détente-là. Donc elle constitue une limite, une perturbation à la détente.
Nous avons également la guerre de Kippour en Palestine. 1973, c'est pas dans la fourchette. Donc c'est entre 63 et 75. Donc Kippour constitue également une limite de la détente. Nous avons également la guerre de Biafra, le Nigeria. Il y a la guerre de Biafra, 67-70, qui va constituer également une limite de la détente. Nous avons également le renversement par Auguste Pinochet, au Chili de Salvador Allende en 1973. Pour vous dire que voilà un peu les 4 limites principales de la détente qui ont perturbé véritablement la détente vers la course aux armes. Après la détente était marquée par quoi? La calmie. Dans quoi? Dans les armes, dans la recherche d'armement. Mais quand les armes maintenant reprennent, il y aura reprise des tensions. Reprise des tensions, deuxième guerre froide. Je l'avais dit, il y a 2 guerres froides, non? La première et la deuxième. Les tensions vont reprendre entre 1975 et 1985. Cette phase appelée deuxième guerre froide est aussi appelée guerre fraîche ou reprise des tensions. Pourquoi les tensions ont repris? Parce que l'URSS a découvert de nouvelles armes dénommées les missiles SS-20. En 1976, les Américains, voulant protéger leurs alliés en Europe, un peu partout dans le monde, découvrent également des missiles équivalents aux SS-20, les Pershing II, en 1983, tardivement. Mais la guerre fraîche va se manifester dans presque tous les continents, surtout en Asie. En Asie, il y a eu la première manifestation de la guerre fraîche en Iran, avec la victoire des islamistes en 1979, la victoire de l'Ayatollah Khomeini. Il est différent d'Ali Khamenei. L'Ayatollah Khomeini gagne, renverse le Shah iranien en 1979. L'Iran devient une république islamiste. C'est la raison pour laquelle le conflit entre l'Iran et les États-Unis date de 1979. Parce que le fait qu'en 1979, que le Shah SHAH, le Shah iranien, soit renversé par l'Ayatollah Khomeini et que l'Iran ait mis en place un régime islamiste basé sur la charia, ça a fait mal aux États-Unis. Et depuis lors aussi, les Iraniens sont en train de préparer une guerre contre les États-Unis. C'est la raison pour laquelle certains ont dit que les Iraniens ont préparé cette guerre-là depuis 40 ans. C'est la raison pour laquelle quand Donald Trump s'est frotté à l'Iran, est-ce qu'il n'a pas reculé finalement? Il a eu à reculer. Donc ça aussi, c'est une partie de l'histoire. De l'autre côté, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan en 1979, à la veille de Noël, le 24 décembre. Noël, c'est le 25. À la veille de Noël 1979, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que les talibans voulaient renverser le régime communiste basé en Afghanistan. Finalement, l'armée rouge est intervenue pour récupérer l'Afghanistan, récupérer la capitale. C'est ça qu'on appelle le coup de Kaboul. Kaboul avec K-A-B-O-U-L. Kaboul, c'est la capitale de l'Afghanistan. Donc, il y a combien de coups dans la guerre froide? Il y a combien de coups? 2 coups. Le coup de Prague et le coup de Kaboul. Prague en Tchécos, Kaboul en Afghanistan. Maintenant, face à l'insurrection soviétique de l'Afghanistan, les Américains vont réagir, vont sanctionner. Ils ne vont pas sanctionner militairement. Parce qu'ils savent que l'heure n'est pas à la confrontation directe. Dans la mesure où une confrontation directe, c'est des synonymes de la fin de l'humanité parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. Ils vont choisir d'attaquer économiquement par un embargo sur les céréales. De l'autre côté aussi également, ils vont empêcher les athlètes américains d'assister aux JO, les Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Donc ils sanctionnent à leur manière. En Afrique également, l'Afrique a connu la guerre fraîche. Dans la mesure où, si vous prenez un État comme l'Angola, en Angola, il y a eu les Américains qui soutiennent l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Mais de l'autre côté, il y a le MPLA qui est soutenu par l'URSS. MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola. Les États-Unis choisissent d'intervenir militairement dans les îles Grenades, au Chili. Parce que en 1980, Ronald Reagan arrive au pouvoir. Ronald Reagan, 40e président des États-Unis. Parce qu'après Richard Nixon, qui a démissionné en 1974,
il y a eu Gerald Ford qui va le remplacer. Nixon devait faire de 1972 à 1976, 4 ans. En 1974, l'affaire Watergate le rattrape. Il démissionne du pouvoir. Quand il démissionne, c'est son vice-président Gerald Ford qui le remplace. Après Gerald Ford, qui a fini en 1976, les élections ont été gagnées par Jimmy Carter. Donc Nixon 37e, Gerald Ford 38e, Jimmy Carter 39e président, Ronald Reagan 40e président des États-Unis. Il applique une politique interventionniste et met en place un bouclier antimissile pour protéger l'espace américain. Donc au final, vous allez voir que la reprise des tensions a été aussi beaucoup plus bénéfique à l'URSS, dans la mesure où de nouveaux pays africains adhèrent au communisme. C'est le cas de la Guinée-Bissau, c'est le cas du Cap-Vert, c'est le cas du Mozambique, c'est le cas également de l'Angola. C'est le cas du Mozambique et de l'Angola. D'ailleurs, qu'on va voir peut-être dans la leçon 9, avec la décolonisation en Afrique noire. Donc, après maintenant cette guerre fraîche-là, nous sommes en 1985, marquant l'avènement de nouveaux présidents en URSS, Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev arrive au pouvoir, trouve une situation lamentable, une économie délabrée, une bureaucratie incompétente, une corruption qui règne en maître. Il faut des réformes. Quand on trouve un pays complètement au chaos, il faut réformer, il faut faire des réformes. Il envisage de faire des réformes. Je rappelle que Gorbatchev est le premier président, c'est-à-dire que le titre de président de l'URSS. Depuis Joseph Staline jusqu'à Brezhnev, en passant par Nikita Khrouchtchev, aucun président de l'URSS n'a jamais porté un titre de président. Ils ont toujours porté les titres de secrétaire général du PQS, n'est-ce pas, en les présentant ce que vous dites. Secrétaire général du PQS ou président du Conseil des ministres de l'URSS. Mais on ne peut pas dire Joseph Staline, président de l'URSS. On peut tolérer. Mais historiquement parlant, ce n'est pas bon. On dira président du Conseil des ministres de l'URSS ou secrétaire général du PQS, Parti communiste de l'Union soviétique. Mais quand Gorbatchev est arrivé, il devient le premier président. Donc quand vous devez présenter Gorbatchev, vous pouvez dire facilement Gorbatchev fut le président de l'URSS. Il fait des réformes, la perestroïka, la restructuration, la glasnost, la transparence. Mais malgré tout, les réformes échouent. L'URSS va de mal en pis. La situation se dégrade. Ces pays satellites qui étaient alliés de l'URSS, tels que la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bosnie, l'Estonie, du moins, pas la Bosnie, l'Estonie, la Lettonie, tous ces pays-là, qui étaient dans la partie orientale de l'Europe, commencent à s'essouffler, commencent à complètement être agacés de la situation économique qui est catastrophique du côté de l'URSS et qui devient vraiment calamiteuse de leur côté. Finalement, chacun de ces pays a choisi sa voie. Ils ont opté quoi? Sortir du communisme. Ils commencent à sortir du communisme à partir de 1989, marquant d'ailleurs la chute du mur de Berlin. Quand Berlin a chuté en 1989, ça a coïncidé avec le départ de beaucoup de pays communistes. C'est ça qu'on appelle l'implosion de l'URSS. L'URSS commence à imploser, à s'éclater à l'interne. C'est pourquoi on parle d'implosion. Finalement, beaucoup de pays sont sortis. Et il a fallu maintenant que l'URSS dépose les armes. Et c'est la fin de la guerre froide. C'est la fin de la guerre froide qui a été marquée, matérialisée par la démission de Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev démissionnera le 25 décembre 1991. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit que la guerre froide s'arrête en 1991 avec l'événement historique s'agissant de la démission de Gorbatchev. Donc, je crois qu'on peut prendre une petite pause, de temps qu'on peut dire si le proviseur veut intervenir. 3 éléments en commun. Quand on vous parle de Yalta et de Potsdam, les 2 conférences sont tenues à la même année 1945. Les 2 conférences sont tenues en Europe. Elles ont le même objectif, réorganiser l'Allemagne et mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi préserver l'humanité d'une catastrophe à venir. Ensuite, comme je l'avais dit la fois passée, il y a la transition, on va vers les descends. Et quand on parle de dissemblance, le premier élément auquel j'avais fait allusion la fois passée, c'était quoi? Potsdam, Yalta. La localisation géographique, j'avais insisté sur ça.
Quand on vous donne à comparer deux choses, regardez d'abord la localisation géographique. Espace, la notion d'espace. Yalta se trouve où? En Ukraine, plus précisément en Crimée, alors que Potsdam est en Allemagne. Ensuite, il y a la durée du conflit, la durée des conférences. Yalta, c'est du 4 au 11 février 1900, tandis que Potsdam, c'est du 17 juillet au 2 août 1900. Ça c'est déjà un élément. Si le correcteur voit ça, il sait que vous avez déjà compris. Il sait que vous avez compris. Il y a également d'autres éléments de dissemblance, parce que les décisions qui avaient été prises à Yalta ne sont pas forcément les mêmes qui avaient été prises à Potsdam. Les acteurs également ne sont pas les mêmes, parce qu'entre-temps, à Potsdam, Roosevelt va mourir. Il a été remplacé par Harry Truman, mais également Churchill a été battu par Clément Attlee, et c'est Attlee qui va représenter la Grande-Bretagne à la conférence de Potsdam. Donc, retenez, j'insiste sur ça. Depuis, vous voyez, toutes mes interventions, je suis en train d'insister sur les concepts. Sur les concepts. Les concepts sont à maîtriser. Quand on vous dit comparer, c'est d'établir les ressemblances et les dissemblances et utiliser une transition pour séparer les deux. On a parlé de la notion d'évaluer. Si je vous disais tout de suite, au regard de l'intervention de M. Mbeng, évaluer la détente. Comment vous allez évaluer la détente? Oui, comme nous l'avons dit la fois passée, la détente comporte des aspects positifs et des aspects négatifs. Cette phrase d'entrée, c'est ça qui rassure le correcteur que vous avez bien compris la notion d'évaluation. Ce qui les intéresse, c'est de voir est-ce que vous maîtrisez les concepts. Pour le contenu, forcément, il n'est pas dit que vous pouvez maîtriser tout le contenu. Parce que nous-mêmes, nous avons enseigné pendant combien d'années? Il arrive même que nous nous trompions sur le contenu. Mais la compréhension des concepts est fondamentale. Et c'est sur ça qu'on va vous évaluer. Donc, la notion d'évaluation, c'est les aspects positifs. Donc, vous dites au correcteur que la détente comporte des aspects positifs et des aspects négatifs. Tout de suite, il sait que vous avez compris. C'est quoi il va évaluer. Maintenant, les aspects positifs de la détente. Au regard de ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut noter comme aspect positif? Hein? Oui, bon, quand on dit détente, c'est déjà apaisement des tensions, mais je veux que soyez beaucoup plus précis. Hein? Il y a donc la limitation des armements à travers SALT 1. Et quoi encore? L'installation du téléphone rouge, très bien, entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour faciliter les échanges entre les présidents les plus puissants du monde. Et quoi encore? Nous sommes à la détente. Il ne faut pas confondre les périodes. Si vous confondez les périodes, le correcteur mettra tout simplement anachronisme. Parce que vous avez confondu les périodes. Oui? Nous avons? Bon, l'équilibre de la terreur, oui, on peut le considérer comme étant une force, mais là, ça renvoie plutôt à la coexistence, donc au facteur de la coexistence pacifique, oui. La normalisation des relations de quel pays?
normalisation des relations entre les États-Unis et l'URSS. Bon, plus ou moins. Mais, mais disons peut-être la Chine, entre la Chine, n'est-ce pas, donc, et les États-Unis, avec ce qu'il a dit, le voyage de Richard Nixon à Pékin. Et quoi d'autre? Nous avons la normalisation des relations entre les deux Allemagnes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. Maintenant, les aspects négatifs, c'est quoi? La détente. Si vous avez bien suivi son explication, les limites de la détente sont bien apparues dans son exposé. Les inconvénients de la détente, c'est quoi? Il y a la fissuration des blocs, très bien. Il y a quoi encore? Hein? Détente, c'est différent de la course aux armements. Il y a la fissuration des blocs. Ça, c'est une limite. Il y a quoi également de la détente? Limite de la détente. Il a parlé tout à l'heure du printemps de Prague. C'est une limite de la détente. Il a évoqué quoi également comme limite de la détente? La guerre du Vietnam. Très bien. Et quoi d'autre? La guerre d'Ikipour. Donc, vous voyez que la détente a des aspects positifs, mais elle a également des aspects négatifs. Et c'est comme ça qu'on comprend une leçon. C'est comme ça qu'on comprend une leçon. C'est pas cette récitation par cœur. Non. Donc, vous ne pouvez même pas réciter ces leçons-là par cœur. Ce qui est important, c'est la compréhension. Et pour comprendre, il faut voir les différents éléments de chaque partie. Quels sont les aspects positifs? Quels sont les aspects négatifs? Quelles sont les causes? Quelles sont les manifestations? Quelles sont les conséquences d'un phénomène? C'est comme ça parce que quand on vous dit analyser par exemple la crise de Cuba, mais si vous ne comprenez pas la notion d'analyser, c'est quoi? Vous allez passer à côté. Dans la notion d'analyse, il y a d'abord les causes, il y a les manifestations et il y a les conséquences. Et vous regardez, dans chaque élément, quelles sont les causes, quelles sont les manifestations, quelles sont les conséquences. Je dis que cette leçon-là, sa compréhension est fondamentale. Fondamentale. Parce qu'elle seule constitue la base du programme de terminale en histoire. Et comme il l'a dit, on ne peut pas comprendre la guerre froide si on ne comprend pas véritablement ce qui s'est passé à la conférence de Yalta. Si vous ne maîtrisez pas Yalta, vous ne pouvez pas comprendre la suite. Parce que la suite a été dictée par la conduite à Yalta. Parce que c'est à Yalta qu'on a pris des accords qui n'ont pas été par la suite respectés. Il a bien dit, je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention également, c'est quand on vous dit analyser l'impact des deux grands dans le processus de décolonisation des pays d'Afrique. L'impact de la guerre froide dans le processus de décolonisation. Vous voyez qu'il a parlé de la Guinée-Bissau. Il a parlé de l'Angola. Ces pays ont bénéficié des soutiens américains et soviétiques. Donc l'élève doit être capable d'analyser cet impact de la guerre froide. Comment la guerre froide a impacté la décolonisation de nos pays.
quand on vous dit analyser, j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par les causes. Les causes ici, c'est des causes de quoi on va montrer. L'impact de la guerre froide dans le processus de décolonisation des pays africains. On dit analyser l'impact de la guerre froide. Évidemment, l'analyse commence par l'énumération des causes. Mais ici, des causes de quoi? Des causes, très bien, de cette rivalité américano-soviétique. Et quelle est la cause de cette rivalité? L'opposition idéologique. Quoi encore? Le non-respect des accords signés à Yalta et à Potsdam. Vous avez fondamentalement besoin de prendre pied d'abord dans les conférences de la Seconde Guerre mondiale. Et vous montrez aux collecteurs que de 1939 à 1945, l'humanité a connu la guerre la plus meurtrière de son histoire. Et c'est pendant ce conflit que les Alliés ont organisé de grandes conférences, à l'image de Yalta et de Potsdam. Mais, plus particulièrement à la conférence de Potsdam, les deux grands n'ont pas parlé le même langage. À Yalta, il n'y avait pas de problème. Les problèmes vont démarrer à la fin de la conférence de Yalta. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, les deux grands n'ont pas parlé le même langage. À Potsdam. Pourquoi? Parce que la déclaration de l'Europe libérée qui avait été prise à Yalta a été foulée aux pieds par l'URSS. Oui, et c'est pourquoi à Potsdam, il y a divergence. Oui, et maintenant vous montrez au collecteur que ces divergences-là se déroulent dans une période marquée par une intense lutte pour l'accession à l'indépendance. Et les deux grands devaient avoir un rôle important à jouer. Parce qu'ils étaient à la recherche d'alliances. Chacun avait besoin de renforcer son idéologie. Et c'est pourquoi chacun se faisait le devoir de soutenir les mouvements nationalistes. Et vous donnez maintenant des exemples. C'est dans ce sens que les États-Unis ont soutenu quel pays? Hein? Si vous mettez la France, il va barrer votre côté. C'est sûr qu'il va... Ah oui? Mais il a bien dit, ça veut dire que vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit. Les États-Unis sont intervenus en Angola. Ils sont intervenus en Angola. L'URSS également est intervenu en Angola. Et chacun des deux grands a mis d'importants moyens financiers pour aider les soldats en nourriture, l'armement, l'entretien du matériel militaire. Et pourquoi ils ont agi ainsi? Parce qu'ils avaient l'espoir que lorsque l'indépendance interviendra, ces pays qu'ils ont soutenus vont adhérer à leur idéologie et renforcer davantage le communisme, soit le capitalisme. Donc il faut bien comprendre l'impact. Ce que nous disons là, notez ça bien dans vos têtes. L'impact de la guerre froide dans le processus de décolonisation des pays d'Afrique. C'est fondamental.
C'est bien compris. C'est bien compris. C'est sûr que c'est compris. Et je termine par là. Dans quel contexte Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985? Dans quel contexte Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985? Quel était le contexte qui prévalait à l'époque? Et si vous ne savez pas ça, Doudem. Non, Doudem. Oui. Il faudrait d'abord faire un effort. Et vous avez encore une semaine pour le faire. Il faut faire un effort de comprendre la périodisation de la guerre froide. 45 jusqu'en 47. Tout ça, ce sont les causes. 45, on vient de sortir de Yalta et de Potsdam. L'opposition idéologique va s'affirmer davantage. Cela va conduire progressivement, comme il a dit, à la naissance de la doctrine Truman, à la naissance de la doctrine Idanov et tout ce qui suit là-bas. Le voyage de Winston Churchill à l'université de Fulton, il va prononcer le discours sur le rideau de... Tout ça, c'est pendant cette période-là. Ce sont les causes qui ont conduit à l'année 1947, que vos professeurs vous ont bien expliqué. Il s'agit bien sûr de l'année de la rupture totale. Là-bas, c'était du masla. Mais quand on est arrivé en 1947, c'était le blackout, rupture totale. Chacun a compris que l'affrontement était devenu inévitable. Et c'est dans ce sens-là qu'il a parlé de la formation des blocs. Donc, à partir de, comme il l'a dit, 48 jusqu'en 53, cette période-là, il faut bien la retenir. Et retenir une période n'est pas seulement la rétention de la date, non, non, non. Il faut voir, quand on me dit 48-53, dans cette fourchette-là, j'ai besoin de comprendre quels sont les événements majeurs qui ont marqué la période. Et il a bien évoqué la crise en Tchécoslovaquie, avec le coup de Prague. Il a évoqué le cas de la Grèce, victoire des Américains. Il a évoqué Berlin, le blocus de Berlin. Je dis, voilà donc 48-53, voilà donc ces événements-là qui se sont déroulés durant cette fourchette chronologique. Et j'essaie de comprendre la limite de l'année 1953. Elle symbolise quoi? J'ai quitté 47 qui est la rupture. Ensuite, on a vu la période allant de 48 à 53. On n'a pas dit 48-54, ni 55. Mais on a dit 48-53. Forcément, l'année 1953 doit être une année charnière. Doit être un tournant majeur. Je dis alors, quelle est la signification véritable de l'année 1953? C'est le début d'une nouvelle ère. Ça, quand on dit nouvelle ère, une ère différente de la précédente.